Ce n'est que lorsque j'ai vu son visage se décomposer que j'ai compris que ma vengeance était parfaite. Ma belle-fille, celle qui m'avait exclu de son mariage après que je l'ai soignée pendant 6 mois de maladie, venait de recevoir mon petit cadeau. Un paquet adressé à mon fils, contenant toutes les preuves de ses infidélités durant leur relation. Quand mon fils a ouvert l'enveloppe, le silence est tombé comme une sentence. Il a regardé sa nouvelle épouse, puis les photos, puis à nouveau sa femme. « C'est fini », a-t-il simplement dit avant de quitter la salle de réception. Elle s'est effondrée, humiliée devant tous ses invités, ceux qu'elle avait jugés plus importants que moi. Avant de vous raconter comment nous en sommes arrivés là, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous avez aidé? La pluie ne cessait de tomber ce jour-là. Un de ces après-midi de novembre à Paris, où le ciel gris semble s'affaisser sur les toits des immeubles haussmanniens. À 73 ans, je n'avais plus l'énergie de mes 20 ans, mais je gardais une routine implacable. Chaque matin, je me levais à 6 heures précises. Je préparais mon café, lisais le journal et marchais jusqu'au jardin du Luxembourg, qu'il pleuve ou qu'il vente. Ma vie avait changé depuis que ma femme, Hélène, était partie il y a 5 ans. Notre appartement du 6e arrondissement me semblait trop grand désormais. Les pièces résonnaient d'un silence que même la musique de Debussy, que je mettais souvent en fond, ne parvenait pas à combler. Mon fils, Laurent, venait me voir une fois par mois, mais ses visites étaient devenues de plus en plus espacées depuis qu'il avait rencontré Camille. Camille, rien que de prononcer son nom, je sentais ma gorge se serrer. Une jeune femme de 32 ans, belle comme le jour, avec ses longs cheveux bruns et ses yeux noisettes. Elle travaillait dans une galerie d'art contemporain, près de la place des Vosges. C'est là que Laurent l'avait rencontrée, lors du vernissage d'un artiste dont j'ai depuis oublié le nom. Mon fils était tombé amoureux instantanément, et je ne pouvais pas le lui reprocher. Camille avait cette façon de vous regarder qui vous faisait sentir important, unique. Au début, nos relations étaient cordiales. Elle venait avec Laurent pour le déjeuner dominical, apportait toujours une bouteille de vin ou un dessert et semblait s'intéresser sincèrement à mes histoires d'anciens professeurs d'histoire à la Sorbonne. Mais je n'étais pas dupe. Derrière ses sourires et ses questions polies, je sentais une distance, une froideur calculée. « Tu devrais faire un effort avec Camille », me disait souvent Laurent. « Elle essaie vraiment de te connaître. » Mais comment lui expliquer que je voyais à travers le jeu de cette femme? Comment lui dire que son regard s'éteignait dès qu'il quittait la pièce? Non, je ne pouvais pas. Laurent était heureux, et c'était tout ce qui comptait pour moi. Et puis, un mardi de février, tout a basculé. J'étais en train de lire dans mon fauteuil quand le téléphone a sonné. « Papa ?» La voix de Laurent tremblait. « C'est Camille. Elle est à l'hôpital. Les médecins ont diagnostiqué une maladie auto-immune rare. Elle va avoir besoin de soins constants pendant plusieurs mois. » Mon cœur s'est serré pour mon fils. Je connaissais sa situation professionnelle précaire. Il venait de lancer sa start-up et travaillait jour et nuit pour la faire décoller. Il ne pouvait pas être présent pour Camille comme elle en aurait besoin. « Je ne sais pas comment je vais faire, papa », a-t-il continué, la voix brisée. « Je ne peux pas abandonner l'entreprise maintenant. Mais je ne veux pas la laisser seule non plus. » J'ai fermé les yeux un instant. Ce que j'allais proposer allait changer ma vie, mais je ne pouvais pas voir mon fils déchiré ainsi. « Je peux m'occuper d'elle », ai-je dit, presque malgré moi. Le silence à l'autre bout de la ligne a duré quelques secondes qui m'ont paru une éternité. « Tu ferais ça ?» a finalement demandé Laurent, l'incrédulité perçant dans sa voix. « Bien sûr. J'ai le temps et l'appartement est assez grand. Elle pourra s'installer dans la chambre d'amis. » 2 jours plus tard, Camille arrivait chez moi, pâle et amaigrie, le regard éteint. Laurent l'a installée dans la chambre qui avait autrefois été la sienne, a déposé ses valises, et après m'avoir serré dans ses bras plus fort que jamais, est reparti à contre-cœur vers ses obligations professionnelles. Les premiers jours ont été difficiles. Camille était faible, souffrant de douleurs articulaires intenses, et d'une fatigue écrasante.
Les médecins avaient prescrit un traitement lourd d'immunosuppresseurs avec tout le cortège d'effets secondaires qui les accompagnent. Je me suis retrouvé à jouer les infirmiers, préparant ses médicaments, l'aidant à se laver quand elle n'en avait pas la force, lui préparant des repas qu'elle touchait à peine. Elle ne parlait presque pas, répondant par monosyllabes à mes questions, détournant le regard quand j'entrais dans sa chambre. Je sentais sa gêne, son humiliation de devoir dépendre de moi, de cet homme qu'elle avait toujours considéré avec une politesse distante. Un soir, alors que je lui apportais son dîner, je l'ai trouvé en larmes, recroquevillé sur son lit. « Vous devez me détester », a-t-elle murmuré. « Être obligé de vous occuper de moi comme ça. » J'ai posé le plateau sur la table de chevet et me suis assis au bord du lit. « Je ne déteste personne, Camille, et je ne suis obligé de rien. Je le fais pour Laurent, et aussi pour toi. » Elle a levé ses yeux rougis vers moi, incrédule. « Pourquoi pour moi? Vous me connaissez à peine. Parce que tu rends mon fils heureux, et parce que personne ne devrait traverser ce genre d'épreuve seul. » Quelque chose a changé cette nuit-là, comme si une barrière invisible s'était effondrée entre nous. Les jours suivants, Camille a commencé à me parler davantage. De son enfance dans un petit village de Normandie, de ses études aux Beaux-Arts, de sa passion pour l'art qui l'avait menée jusqu'à cette galerie où elle avait rencontré Laurent. Le temps passait et une routine s'est installée. Le matin, je l'aidais à prendre son petit déjeuner et ses médicaments. Puis, quand elle se sentait assez bien, nous nous installions dans le salon où je lui faisais la lecture. Victor Hugo, Albert Camus, Patrick Modiano. L'après-midi, je la laissais se reposer tandis que je faisais les courses ou préparais le dîner. Laurent venait quand il pouvait, généralement le week-end, apportant des fleurs pour Camille et une bouteille de cognac pour moi. « Je ne sais pas comment te remercier, papa », me disait-il à chaque visite. Au fil des semaines, l'état de Camille s'améliorait lentement. Elle pouvait rester debout plus longtemps, et parfois même m'accompagner pour une courte promenade dans le jardin du Luxembourg quand le temps le permettait. Mais ce n'était pas seulement sa santé physique qui se transformait. Quelque chose en elle semblait s'ouvrir, comme une fleur qui prend son temps pour dévoiler ses pétales. Un jour, alors que nous étions assis sur un banc du jardin, profitant des premiers rayons du soleil printanier, elle m'a demandé « Pourquoi n'avez-vous jamais refait votre vie après le départ d'Hélène ?» La question m'a pris au dépourvu. Peu de gens osaient aborder ce sujet avec moi. Je suppose que je n'en ai jamais ressenti le besoin, ai-je répondu après un moment de réflexion. Hélène et moi avons eu 43 années ensemble. C'était une vie entière. Camille a hoché la tête, pensive. Laurent m'a raconté votre histoire. Comment vous vous êtes rencontrés pendant les manifestations de mai 68, c'est romantique. J'ai souri à ce souvenir. Romantique, oui, mais aussi chaotique. Nous étions jeunes, idéalistes, convaincus que nous allions changer le monde. Et l'avez-vous fait, changer le monde? Non, ai-je ri doucement. Mais nous avons changé nos mondes. Et parfois, c'est suffisant. Ces conversations sont devenues une partie précieuse de notre quotidien. Camille me confiait ses espoirs, ses peurs, et même ses doutes concernant sa relation avec Laurent. Elle craignait que sa maladie ne change la façon dont il la voyait, qu'il ne la trouve plus désirable. « Laurent t'aime », lui assurai-je. « Il te voit au-delà de la maladie. » C'est au cours du 3e mois que les choses ont pris une tournure inattendue. Un soir, alors que Laurent était en déplacement professionnel à Lyon, j'ai entendu Camille parler au téléphone dans sa chambre. Sa voix était différente, plus légère, presque joueuse. Intrigué, je me suis approché de la porte entr'ouverte. « Oui, il est parti jusqu'à jeudi », disait-elle. « Non, son père ne se doute de rien. Il est gentil, mais complètement naïf. » Mon cœur s'est serré. Je suis resté là, immobile, écoutant cette femme que j'avais appris à apprécier parler de moi avec condescendance, et pire encore, révéler qu'elle trompait mon fils. « Tu me manques aussi, Alexandre », a-t-elle murmuré d'une voix que je ne lui connaissais pas. « Je n'en peux plus d'attendre. Dès que je serai rétabli... » Je me suis éloigné, l'estomac noué, l'esprit en ébullition. Que devais-je faire?
Confronter Camille, tout dire à Laurent, le détruire alors qu'il était déjà sous une pression énorme. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Au petit matin, j'avais pris ma décision. Je continuerai à prendre soin de Camille, mais je garderai un œil attentif sur elle. Je ne pouvais pas agir sur la base d'une seule conversation téléphonique. Les jours suivants, j'ai remarqué des détails qui m'avaient échappé auparavant. Comment Camille vérifiait constamment son téléphone. Comment elle s'isolait pour prendre certains appels. Comment son visage s'illuminait quand elle recevait certains messages. Et surtout, comment elle était différente en présence de Laurent. Plus distante, presque impatiente. Un après-midi, alors qu'elle était sous la douche, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai regardé dans son téléphone. Les messages échangés avec cet Alexandre ne laissaient aucune place au doute. Leur relation durait depuis près d'1 an, bien avant sa maladie. Pire encore, ils parlaient de leur avenir ensemble, une fois qu'elle aurait quitté Laurent. J'ai pris des photos des messages les plus incriminants, me détestant pour cet acte d'espionnage, mais sachant au fond de moi que je devais protéger mon fils. Puis est venu un nouveau choc. Un soir, alors que je rangeais des vêtements propres dans sa commode, j'ai trouvé, caché sous une pile de pulls, un petit carnet noir. La curiosité a été plus forte que mes principes. En l'ouvrant, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une sorte de journal intime, dans lequel Camille consignait non seulement les détails de sa liaison avec Alexandre, mais aussi d'autres aventures qu'elle avait eues pendant sa relation avec Laurent. « Laurent est trop naïf, trop gentil », écrivait-elle. « Il ne soupçonnera jamais rien. » Même son père, ce vieux professeur ennuyeux, est devenu attachant à sa façon. Je me sens presque coupable de les manipuler ainsi. La colère m'a submergé comme une vague. Comment osait-elle jouer ainsi avec les sentiments de mon fils? Comment pouvait-elle feindre l'amour tout en le trahissant si cruellement? J'ai pris des photos de ces pages également, puis j'ai remis le journal à sa place exacte. Camille ne devait se douter de rien. Pas encore. Le 5e mois, sa santé s'était considérablement améliorée. Elle pouvait désormais se déplacer sans aide et les médecins parlaient d'un retour à son domicile dans les semaines à venir. C'est à ce moment-là que Laurent a annoncé sa grande nouvelle. « Nous allons nous marier », s'est-il exclamé un dimanche, rayonnant de bonheur. J'ai fait ma demande hier soir et Camille a dit oui. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai regardé Camille qui souriait timidement, montrant la bague de fiançailles à son doigt. Comment pouvait-elle accepter d'épouser mon fils tout en prévoyant de le quitter? La réponse m'est apparue avec une clarté terrifiante. L'argent. Laurent venait de signer un contrat majeur pour sa start-up. Sa situation financière allait radicalement changer. C'est merveilleux, ai-je réussi à articuler, serrant mon fils dans mes bras, évitant délibérément le regard de Camille. Les préparatifs du mariage ont commencé immédiatement. Laurent voulait une cérémonie simple mais élégante, dans les 3 mois. Camille, elle, semblait avoir d'autres idées. Elle parlait de réserver un château en Provence, d'inviter des centaines de personnes, de robes de créateurs. « Elle mérite le meilleur, papa », me disait Laurent quand je suggérais plus de modération. Après tout ce qu'elle a traversé. À la fin du 6e mois, Camille était officiellement rétablie. Elle a quitté mon appartement un vendredi ensoleillé de juillet, embrassant ma joue avec une tendresse qui me semblait maintenant si fausse. « Merci pour tout », m'a-t-elle dit. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. » Laurent m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu es le meilleur père qu'on puisse imaginer », a-t-il murmuré. « Tu seras bien sûr mon témoin au mariage. » J'ai hoché la tête, incapable de lui dire ce que je savais. Incapable de briser ses illusions. Pas encore. Les semaines suivantes, je me suis retrouvé étrangement mis à l'écart des préparatifs du mariage. Laurent était toujours aussi affectueux lors de nos appels téléphoniques, mais il semblait constamment pressé, pris dans un tourbillon d'activités que je ne partageais pas. Et puis, 1 mois avant la date prévue pour la cérémonie, mon fils est venu me voir, l'air embarrassé. « Papa », a-t-il commencé, évitant mon regard. « Il y a quelque chose dont je dois te parler. À propos du mariage,
Mon cœur s'est accéléré. Avait-il découvert la vérité sur Camille? Nous avons dû réduire la liste des invités, a-t-il continué, se tortillant les mains. Le château que nous avons choisi ne peut accueillir qu'un nombre limité de personnes. Et les parents de Camille ont une grande famille, et puis il y a tous ses collègues de la galerie. J'ai mis quelques secondes à comprendre ce qu'il essayait de me dire. « Tu veux dire que je ne suis plus invité au mariage de mon propre fils ?» ai-je demandé, incrédule. « Non, enfin pas exactement, » a-t-il balbutié. « Tu es invité à la cérémonie civile à la mairie, bien sûr. C'est juste pour la réception au château. Camille pensait que tu serais mal à l'aise avec tous ces jeunes, la musique forte. » J'ai regardé mon fils, ce jeune homme que j'avais élevé seul après le départ d'Hélène, ce garçon brillant qui se laissait maintenant manipuler par une femme sans scrupules. « Je vois », ai-je dit simplement. Laurent a semblé soulagé par mon apparente acceptation. Il ne connaissait pas encore le vieil homme que j'étais devenu, endurci par la vie et la trahison. « Et pour le témoin ?» ai-je demandé. Il a rougi, confirmant mes soupçons avant même qu'il ne parle. Camille pense que ce serait mieux si c'était son frère. Pour l'équilibre, tu comprends? J'ai acquiescé lentement. Je comprends parfaitement, Laurent. Ne t'inquiète pas pour moi. Cette nuit-là, seul dans mon appartement soudain vide et silencieux, j'ai pris ma décision. J'avais passé 6 mois à soigner cette femme, à l'écouter, à la soutenir. 6 mois pendant lesquels elle continuait à tromper mon fils, à planifier son avenir avec un autre homme. Et maintenant, elle m'excluait de leur mariage, me privant du rôle qui me revenait de droit. La colère froide qui m'habitait s'est cristallisée en une détermination implacable. J'ai sorti les photos des messages et du journal intime de Camille que j'avais soigneusement conservé. J'ai acheté une élégante boîte en bois, de celles dans lesquelles on offre des bouteilles de vin prestigieuses. J'y ai placé les photos, accompagnées d'une simple note. Ce que ton père a découvert pendant qu'il prenait soin de ta fiancée. Le mariage civil a eu lieu un vendredi matin pluvieux à la mairie du 8e arrondissement. J'étais là, souriant, félicitant les mariés, jouant parfaitement mon rôle de père bienveillant. Camille, resplendissante dans sa robe blanche simple, m'a à peine adressé la parole. « Profitez bien de votre séjour au château », ai-je dit en les quittant. J'ai envoyé un petit cadeau qui y sera livré demain. Laurent m'a remercié chaleureusement. Camille, elle, m'a regardé avec une légère méfiance, mais a rapidement détourné son attention vers les autres invités plus prestigieux. Le lendemain, alors que la réception battait son plein dans ce château provençal dont j'avais été exclu, mon cadeau a été livré, adressé à Laurent, comme prévu. Je n'étais pas là pour voir la scène, bien sûr, mais j'ai reçu un appel de mon fils tard dans la nuit. Sa voix était méconnaissable, brisée par les sanglots et la colère. « Comment as-tu pu me cacher ça pendant si longtemps ?» a-t-il crié. « De la même façon que tu as pu m'exclure de ton mariage. » Ai-je répondu calmement. « Par amour. » Un long silence a suivi, puis Laurent a raccroché. Ce n'est que 3 jours plus tard que j'ai appris par un ami commun ce qui s'était passé. Comment Laurent avait ouvert la boîte en pleine réception. Comment il avait confronté Camille devant tous leurs invités. Comment elle s'était effondrée, admettant tout, y compris son intention de divorcer dès que possible pour rejoindre son amant. Le mariage était annulé. Les invités étaient partis dans un chaos de murmures et de regards embarrassés. Camille avait quitté le château en disgrâce, abandonné même par ses propres parents. Quant à moi, j'attends. J'attends que mon fils soit prêt à me parler à nouveau. J'attends qu'il comprenne que mon geste, aussi cruel qu'il puisse paraître, était motivé par l'amour d'un père pour son enfant. Certains me jugeront peut-être sévèrement pour cette vengeance calculée. Mais quand on a mon âge, on sait que la loyauté et l'honnêteté sont les seules choses qui comptent vraiment dans cette vie. Et Camille n'avait ni l'une, ni l'autre. La pluie tombe à nouveau sur Paris ce soir. Je suis assis dans mon fauteuil, écoutant Debussy, attendant que le téléphone sonne, attendant que mon fils revienne à la maison. 3 jours après l'incident au château, j'étais toujours sans nouvelles de Laurent. Je passais mes journées à regarder le téléphone, espérant qu'il appellerait. Le silence était devenu mon unique compagnon.
plus lourd encore que celui qui avait suivi le départ d'Hélène. Ce matin-là, le ciel parisien était d'un bleu limpide, contrastant cruellement avec mon humeur sombre. J'avais renoncé à ma promenade quotidienne au Luxembourg, préférant rester près du téléphone. Je me préparais un café lorsque la sonnette de l'appartement a retenti. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. « Laurent ?» J'ai ouvert la porte pour découvrir non pas mon fils, mais Marie, ma voisine de palier depuis plus de 20 ans. Veuve comme moi, elle s'inquiétait dès qu'elle ne me voyait pas sortir pour ma promenade habituelle. « Bernard, tout va bien? Ça fait 3 jours que vous n'êtes pas sorti. » J'ai tenté un sourire qui n'a pas dû être très convaincant. « Tout va bien, Marie, j'ai juste besoin de repos. » Elle m'a observé avec ce regard perçant qui avait dû terroriser des générations d'élèves lorsqu'elle était institutrice. « C'est ce mariage, n'est-ce pas? Vous n'avez pas l'air bien depuis que vous êtes revenu. Quelque chose s'est mal passé ?» J'ai hésité. Marie était probablement la personne la plus proche d'un ami que j'avais encore. Après un moment, je me suis effacé pour la laisser entrer. « Je vous offre un café ?» Ce n'est pas une histoire courte. 1 heure plus tard, j'avais tout raconté à Marie. Les 6 mois passés à soigner Camille, la découverte de sa trahison, mon exclusion du mariage, et enfin ma vengeance. Marie m'écoutait sans m'interrompre, son visage exprimant tour à tour la compassion, l'indignation et, finalement, une certaine inquiétude. « Bernard », a-t-elle dit doucement quand j'ai eu fini, « je comprends votre colère. Cette femme vous a utilisé, puis rejeté après tout ce que vous avez fait pour elle. Mais êtes-vous certain que c'était la meilleure façon de protéger Laurent? Que voulez-vous dire? » Eh bien, elle a pris une gorgée de café, choisissant soigneusement ses mots. « Vous avez exposé la vérité, ce qui était sans doute nécessaire. Mais l'avoir fait devant tous les invités, n'est-ce pas Laurent qui en souffre le plus maintenant? L'humiliation publique. » Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing. Je n'avais pensé qu'à ma vengeance contre Camille, sans vraiment considérer comment Laurent vivrait cette révélation publique. « Vous croyez qu'il m'en veut pour ça ?» ai-je demandé, soudain anxieux. Marie a haussé les épaules. « Je ne le connais pas aussi bien que vous. Mais s'il ne vous a pas appelé depuis 3 jours ?» Elle n'a pas terminé sa phrase, mais son implication était claire. J'ai passé une main tremblante sur mon visage. « J'ai peut-être fait une terrible erreur, Marie. Ou peut-être qu'il a juste besoin de temps, » a-t-elle répondu gentiment. « L'important maintenant est que vous soyez là quand il sera prêt à vous parler. » Après le départ de Marie, j'ai tenté d'appeler Laurent, mais il ne répondait pas. J'ai laissé un message maladroit, lui disant simplement que j'étais là s'il avait besoin de parler. Puis, j'ai attendu, rongé par le doute et les remords. Le 4e jour, alors que l'après-midi touchait à sa fin, quelqu'un a frappé à ma porte. Cette fois, c'était bien Laurent qui se tenait sur le palier. Il avait l'air épuisé, les traits tirés, les yeux rougis par le manque de sommeil ou les larmes, peut-être les deux. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé d'une voix qui ne ressemblait pas à la sienne. Je me suis écarté sans un mot, le cœur battant. Il est entré lentement, observant l'appartement comme s'il le voyait pour la première fois. « Tu veux un verre ?» ai-je proposé, ne sachant comment amorcer cette conversation difficile. « Non », a-t-il répondu sèchement, puis se ravisant. « En fait, oui, le cognac que tu gardes pour les occasions spéciales. » J'ai sorti la bouteille de Rémy Martin que je réservais effectivement pour les moments importants, heureux ou malheureux. J'ai servi 2 verres et nous nous sommes assis dans le salon, face à face, séparés par une table basse et par tout ce qui n'avait pas été dit. Laurent a pris une longue gorgée avant de parler. « Pourquoi as-tu attendu ?» La question m'a pris au dépourvu. « Attendu ? Pourquoi n'as-tu rien dit dès que tu as découvert ce qu'elle faisait ?» Sa voix tremblait légèrement. « Pourquoi avoir attendu le jour de mon mariage ?» J'ai baissé les yeux vers mon verre, cherchant une réponse qui ne sonnerait pas comme une excuse. Au début, je n'étais pas sûr, je ne voulais pas te blesser sur la base de simples soupçons. « Et quand tu as été sûr ?» a-t-il insisté. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai eu peur de te perdre. Tu étais tellement amoureux d'elle. Je craignais que tu ne me crois pas, que tu la choisisses, elle. Laurent a ri,
Un son amer qui n'avait rien à voir avec la joie. Tu as préféré me laisser l'épouser puis me humilier devant tous nos invités? La culpabilité m'a submergé. Je suis désolé, Laurent. Vraiment désolé. Quand j'ai appris que vous m'excluiez de la réception, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai agi par colère, pas par amour. Je n'ai pas pensé à moi. A-t-il terminé pour moi? Tu n'as pas pensé à moi. Le silence est tombé entre nous, lourd de regrets et de ressentiment. Tu sais ce qui est le pire? A finalement repris Laurent. Ce n'est pas que tu m'aies laissé l'épouser en sachant qui elle était vraiment. Ce n'est même pas que tu aies choisi de me l'annoncer de cette façon. Le pire, c'est que je ne suis même pas sûr que tu l'aies fait pour me protéger. Ces paroles m'ont transpercé comme une lame. Il a continué, impitoyable dans sa douleur. Je crois que tu l'as fait parce qu'elle t'a blessé dans ton orgueil. Elle t'a exclu, alors tu t'es vengé. J'étais juste un dommage collatéral. Non, ai-je protesté faiblement. Ce n'est pas vrai. Je voulais t'empêcher de faire la plus grande erreur de ta vie. En me laissant d'abord la commettre, il a secoué la tête. Sais-tu ce que j'ai ressenti quand j'ai ouvert cette boîte? Quand j'ai vu ces photos, ces pages de son journal, j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds, et tout le monde était là, à regarder. Ses parents, nos amis, ses collègues, tous témoins de mon humiliation. La honte m'a submergé en imaginant la scène, en visualisant mon fils debout, dévasté, au milieu de tous ces regards curieux et embarrassés. J'ai fait une terrible erreur, ai-je admis, la voix brisée. Je ne cherche pas d'excuses. Si tu ne veux plus jamais me parler, je comprendrai. Laurent a vidé son verre d'un trait, puis s'est levé et s'est approché de la fenêtre. Il est resté là un moment, contemplant la vue sur les toits de Paris, ces toits sous lesquels tant de drames humains se jouaient chaque jour. « Tu sais ce qui est ironique ?» a-t-il dit finalement sans se retourner. « Si tu m'avais simplement parlé, si tu m'avais montré ces preuves avant le mariage, en privé, je ne t'aurais probablement pas cru. » Il s'est tourné vers moi, et j'ai été surpris de voir un faible sourire sur ses lèvres. J'étais tellement aveuglé par elle. J'aurais pensé que tu étais jaloux ou que tu interprétais mal les choses. J'aurais peut-être même coupé les ponts avec toi. Donc, d'une certaine façon, aussi horrible que fut ta méthode, elle a fonctionné. Je ne savais que répondre à cela. Il est revenu s'asseoir, plus calme maintenant. « Je ne te pardonne pas encore », a-t-il dit clairement. « Mais je comprends, je crois. Tu as agi comme tu as pu, avec tes propres blessures. » Puis il a ajouté, presque à contre-cœur, « Et elle ne méritait pas ma loyauté de toute façon. » J'ai tendu la main par-dessus la table, et, après une légère hésitation, Laurent l'a prise dans la sienne. Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était un début. « Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ ?» ai-je demandé doucement. « Si tu veux en parler. » Laurent a inspiré profondément, comme pour rassembler ses forces. C'était le chaos. Camille a d'abord nié, puis quand j'ai sorti les photos, elle s'est effondrée, a tout avoué. Pas seulement Alexandre, mais d'autres aussi. Elle a dit qu'elle m'aimait à sa façon, mais qu'elle n'était pas faite pour la fidélité, que j'étais trop conventionnel pour elle. Il a esquissé un sourire amer. Ses parents étaient mortifiés. Son père s'est excusé auprès de moi. Sa mère pleurait. Les invités ne savaient plus où se mettre. Certains sont partis discrètement, d'autres sont restés, fascinés par le spectacle, je suppose. Et lui, cet Alexandre? Le visage de Laurent s'est durci. Il n'était pas là, bien sûr, mais j'ai appris qu'il avait rompu avec elle quand il a su pour le mariage. Apparemment, il n'avait aucune intention de quitter sa propre femme. Camille n'était qu'une distraction pour lui. J'ai ressenti une étrange satisfaction à cette nouvelle. Ainsi, Camille avait été dupée, elle aussi. Où est-elle maintenant? Laurent a haussé les épaules. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Son frère est venu chercher ses affaires à l'appartement pendant que j'étais chez Philippe. Philippe était son meilleur ami depuis l'université. Il a dit qu'elle quittait Paris pour quelque temps, qu'elle était dévastée. Sa voix s'est brisée sur ce dernier mot. « Je ne comprends toujours pas », a-t-il murmuré. « Pourquoi m'épouser si elle ne m'aimait pas?
Pourquoi cette comédie? J'ai hésité avant de répondre. Laurent connaissait-il toute la vérité sur les motivations de Camille? Tu as signé ce contrat important juste avant de lui faire ta demande, ai-je dit prudemment. Laurent a acquiescé lentement. Tu penses que c'était pour l'argent? Je ne suis pas dans sa tête, mais le timing... Il a fermé les yeux un instant. C'est ce que je me suis dit aussi. Et puis, il y avait cette clause dans notre contrat de mariage qu'elle insistait tant pour inclure. Une compensation substantielle en cas de divorce, même après une courte période. J'ai retenu mon souffle. Laurent était donc conscient de tout. Je l'ai signé, a-t-il continué, parce que je voulais lui prouver que ce n'était pas une question d'argent pour moi, que je croyais en notre avenir ensemble. La tragédie de la situation m'a frappé de plein fouet. Mon fils, brillant dans les affaires mais si naïf en amour, manipulé par une femme sans scrupules. Tu mérites tellement mieux, Laurent. Il a esquissé un sourire triste. Peut-être. Ou peut-être que c'est exactement ce que je mérite pour avoir été si stupide. Ne dis pas ça, ai-je protesté. L'amour nous rend tous vulnérables. Crois-moi, même à mon âge. Je me suis interrompu, ne voulant pas évoquer mes propres blessures passées. Ce n'était ni le moment ni le lieu. Laurent m'a regardé avec curiosité mais n'a pas insisté. Au lieu de cela, il a demandé « Comment as-tu fait pendant ces 6 mois avec elle? Comment as-tu supporté de la voir tous les jours sachant ce que tu savais ?» J'ai réfléchi à cette question. Comment avais-je géré cette situation impossible? Au début, je ne savais rien, ai-je répondu. Et quand j'ai commencé à avoir des soupçons, j'ai d'abord douté de moi-même. Me suis dit que j'interprétais mal les choses, que j'étais peut-être jaloux de la place qu'elle prenait dans ta vie. J'ai pris une gorgée de cognac avant de continuer. Et puis, il y a eu cette conversation téléphonique que j'ai surprise. Ses messages, son journal, je ne pouvais plus me voiler la face. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait face aux situations difficiles. J'ai joué un rôle. Un rôle? Celui du beau-père bienveillant et naïf. Je me disais que tant qu'elle ne se méfiait pas de moi, j'aurais le temps de décider quoi faire, comment te protéger. Laurent a hoché la tête, pensif. Tu as toujours été bon acteur. Je me souviens quand maman est partie. Tu souriais toujours, me disais que tout allait bien. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris à quel point tu souffrais. Sa remarque m'a touché plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Je pensais avoir si bien caché ma douleur à l'époque. On fait ce qu'on peut pour protéger ceux qu'on aime, ai-je murmuré. Même si ça implique de leur mentir. La question était directe, sans accusation, mais elle m'a fait réfléchir. Parfois, oui, ai-je finalement répondu. Mais j'ai eu tort de te cacher la vérité sur Camille trop longtemps. J'aurais dû trouver le courage de te parler avant le mariage. Laurent a fini par hocher la tête. Et j'aurais dû avoir le courage de t'inclure dans la réception, quelles que soient les pressions de Camille. C'était lâche de ma part. Nous sommes restés silencieux un moment, savourant ce début de réconciliation, fragile mais réel. Tu sais, a finalement repris Laurent, quand j'ai ouvert cette boîte et que j'ai vu ces photos, ces extraits de journal, ma première pensée n'a pas été pour Camille, ni même pour moi. Ça a été pour toi. Pour moi, ai-je demandé surpris. Oui. Je me suis dit, mon Dieu, qu'a-t-elle pu lui faire subir pendant ces 6 mois? J'ai imaginé ses moqueries, son mépris quand j'avais le dos tourné. J'ai eu honte de t'avoir mis dans cette situation. Ces paroles m'ont ému profondément. Tu n'as pas à avoir honte. C'est moi qui ai proposé de m'occuper d'elle. Par amour pour moi, a-t-il complété. Et je t'ai remercié en t'excluant de mon mariage. C'était elle, pas toi. J'aurais dû m'opposer, tenir bon. Il a soupiré. Mais c'est du passé maintenant. Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres allongées dans l'appartement. Laurent a regardé sa montre. Je dois y aller. J'ai une visioconférence avec des investisseurs américains ce soir. Même après tout ça, tu continues à travailler? Il a haussé les épaules. Que veux-tu que je fasse? Me morfondre? Au moins, le travail me distrait. Nous nous sommes levés et j'ai raccompagné mon fils jusqu'à la porte. Laurent, ai-je dit avant qu'il ne parte. Je suis vraiment désolé pour la façon dont j'ai géré tout ça. Si je pouvais revenir en arrière. Il m'a interrompu en posant une main sur mon épaule. Ne te torture pas avec des « si ». Ce qui est fait est fait. Camille a montré son vrai visage, c'est l'essentiel.
Il a hésité un instant, puis m'a serré brièvement dans ses bras. « Je passerai dimanche », a-t-il dit. « On pourrait déjeuner ensemble comme avant. »« J'aimerais beaucoup », ai-je répondu, la gorge serrée. Après son départ, je suis resté un moment dans l'entrée, submergé par des émotions contradictoires. Le soulagement de ne pas avoir perdu mon fils se mêlait à la culpabilité d'avoir causé tant de souffrance. Je me suis versé un dernier verre de cognac et je suis allé m'asseoir près de la fenêtre, contemplant Paris qui s'illuminait à mesure que la nuit tombait. La ville lumière, témoin silencieux de tant de drames humains. Camille, son image flottait encore dans mon esprit. Son sourire, ses yeux expressifs, sa façon de pencher légèrement la tête quand elle écoutait. Pendant ces 6 mois, j'avais appris à la connaître mieux que mon propre fils ne l'avait jamais connue. Je me demandais maintenant si j'avais vraiment tout compris d'elle. Était-elle simplement une opportuniste sans cœur? Ou y avait-il eu des moments de sincérité dans nos conversations, dans ses confessions? Je repensais à ses peurs exprimées lors de ces moments les plus vulnérables. Sa crainte de n'être jamais assez, son besoin constant de validation, son enfance marquée par l'absence d'un père qui l'avait abandonné. Étais-je tombé dans le même piège que mon fils? Avais-je été manipulé moi aussi? Non. Les preuves étaient là. Les messages, le journal, les conversations téléphoniques. Camille avait joué un rôle, tout comme moi. Et pourtant, je me souvenais d'un soir particulier, environ 4 mois après son arrivée. Elle avait eu une journée difficile, souffrant de douleurs intenses. Je l'avais trouvée en pleurs dans sa chambre. Sans réfléchir, je m'étais assis au bord du lit et l'avais prise dans mes bras, comme j'avais l'habitude de le faire avec Laurent quand il était enfant. Elle avait pleuré longtemps contre mon épaule, puis s'était confiée comme jamais auparavant. Sur sa peur de mourir, sur ses regrets, sur son amour conflictuel pour Laurent. « Je ne le mérite pas », avait-elle murmuré. « Il est tellement bon, tellement honnête. Et moi, je suis... » Elle n'avait pas terminé sa phrase, mais j'avais cru comprendre. Cru qu'elle faisait référence à sa maladie, à la charge qu'elle représentait. Je réalisais maintenant qu'elle parlait peut-être de sa duplicité. Avait-elle vraiment voulu changer? Avait-elle lutté contre ses propres démons? Ou n'était-ce qu'une performance de plus? Je ne le saurais jamais, et peut-être que cela n'avait plus d'importance. Le téléphone a sonné, me tirant de mes réflexions. C'était Marie. « Alors » a-t-elle demandé sans préambule. « Laurent est venu ?»« Oui, nous avons parlé. »« Et ?» J'ai souri malgré moi. « Ce n'est pas parfait, mais c'est un début. Il vient déjeuner dimanche. »« Je suis heureuse pour vous, Bernard. » Sa voix était sincèrement soulagée. « Vous avez tous les deux beaucoup souffert. »« Oui. Et maintenant ?»« Maintenant ?» J'ai réfléchi un instant. « Maintenant, on guérit. On avance. Ensemble. » A-t-elle ajouté. « Ensemble. » Ai-je confirmé. Après avoir raccroché, j'ai continué à contempler Paris nocturne. Les lumières scintillantes semblaient un peu plus brillantes ce soir-là. Un peu comme l'espoir qui renaissait doucement en moi. Camille avait causé bien des dégâts dans nos vies, à Laurent et à moi. Mais elle nous avait aussi, ironiquement, rapprochés d'une façon que je n'aurais pas cru possible. Mon fils avait raison. Ce qui était fait était fait. On ne pouvait pas changer le passé. Mais l'avenir était encore à écrire. Je me suis levé et j'ai rangé la bouteille de cognac. Demain serait un nouveau jour. J'irai marcher au Luxembourg. Peut-être même inviterai-je Marie à m'accompagner. Et dimanche, je préparerai le plat préféré de Laurent. La vie continuait, avec ses joies et ses peines, ses trahisons et ses réconciliations. À 73 ans, j'en avais vu suffisamment pour savoir que rien n'est jamais complètement perdu tant qu'on a le courage de faire face. Camille nous avait peut-être appris cette leçon, bien malgré elle. En me dirigeant vers ma chambre, j'ai jeté un dernier regard vers celle qu'elle avait occupée pendant 6 mois. J'y avais rangé toutes ses affaires, effacé toute trace de son passage. Pourtant, d'une certaine façon, elle serait toujours là, comme un fantôme entre mon fils et moi. Un fantôme que nous devrions apprendre à exorciser ensemble.
Les semaines suivant notre conversation difficile, Laurent et moi avons lentement reconstruit notre relation. Nos déjeuners dominicaux étaient devenus un rituel auquel nous nous accrochions tous deux, comme des naufragés à une bouée. Au début, nos échanges étaient prudents, presque formels, évitant soigneusement le sujet de Camille. Nous parlions de son entreprise, de l'actualité, de mes lectures. Puis, progressivement, la chaleur est revenue dans nos conversations. Ce dimanche d'octobre, presque 3 mois après l'incident, comme nous l'appelions désormais, Laurent est arrivé avec une bouteille de vin et un sourire plus détendu que je ne lui avais vu depuis longtemps. « J'ai une nouvelle », a-t-il annoncé, alors que je préparais une blanquette de veau, son plat préféré depuis l'enfance. « Une bonne nouvelle, j'espère. » « Je crois, oui. J'ai vendu l'appartement. J'ai posé ma cuillère en bois. Surpris. L'appartement qu'il avait acheté avec Camille, en prévision de leur vie conjugale, était un sujet que nous évitions soigneusement. Tu as trouvé un acheteur rapidement. Il a haussé les épaules en débouchant la bouteille. J'ai baissé le prix. Je voulais juste m'en débarrasser, tourner la page. J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement ce besoin de rompre avec les vestiges d'un passé douloureux. Et où vas-tu vivre maintenant? J'ai trouvé un petit 2 pièces dans le Marais. Rien de comparable, bien sûr, mais c'est uniquement pour moi. Un nouveau départ. Il y avait quelque chose dans sa voix, une légèreté que je n'avais pas entendue depuis longtemps, comme s'il se libérait enfin du poids de ces derniers mois. Un nouveau départ, ai-je répété doucement. C'est bien. Nous avons dîné dans une ambiance plus détendue que d'habitude. Laurent a évoqué un voyage d'affaires prévu à New York, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti qu'il me parlait vraiment, pas seulement pour meubler le silence. Après le repas, installé au salon avec des tasses de café, il m'a regardé avec une expression que je ne lui avais plus vue depuis l'enfance, celle qu'il avait quand il s'apprêtait à me confier quelque chose d'important. « Papa, il y a autre chose dont je voulais te parler. » Mon cœur s'est serré. Malgré nos progrès, je craignais toujours que notre réconciliation ne soit fragile, susceptible de voler en éclats à tout moment. « Je t'écoute », ai-je dit, m'efforçant de paraître calme. Laurent a posé sa tasse et s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. J'ai revu Camille. Ces 3 mots ont résonné dans le salon comme un coup de tonnerre. J'ai senti mon visage se figer. « Tu... quoi? Ne t'inquiète pas. » a-t-il ajouté rapidement, voyant mon expression. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Elle m'a contacté pour récupérer quelques affaires qui étaient encore dans l'appartement. Des choses personnelles, des photos de famille. Je ne pouvais pas refuser. J'ai pris une profonde inspiration, tentant de maîtriser l'angoisse qui montait en moi. « Et comment était-ce » Laurent a eu un sourire triste. Étrange, difficile, mais nécessaire, je crois. Il a gardé le silence un moment, perdu dans ses pensées, puis a continué. « Elle a changé, tu sais. Ou peut-être qu'elle laisse enfin tomber le masque. Elle m'a paru plus authentique, d'une certaine façon. Que veux-tu dire? Elle m'a tout avoué, pas seulement au sujet d'Alexandre, mais tout le reste. Comment elle avait planifié notre mariage en sachant qu'elle le quitterait. Comment elle avait calculé ce qu'elle obtiendrait dans un divorce. Mon indignation a dû se lire sur mon visage, car il a levé une main pour m'apaiser. « Attends, laisse-moi finir. Ce qui est étrange, c'est que pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'elle était vraiment honnête avec moi. Elle m'a expliqué son enfance, comment son père les avait abandonnés, elle et sa mère, pour une femme plus jeune. Comment sa mère s'était retrouvée sans rien, obligée de tout recommencer à zéro. J'ai repensé aux confidences de Camille durant sa convalescence, à ces moments où elle semblait si vulnérable. Elle t'a dit qu'elle avait juré de ne jamais se retrouver dans la même situation que sa mère, ai-je deviné. Laurent m'a regardé avec surprise. Exactement. Comment le sais-tu? Elle m'en a parlé aussi, pendant qu'elle était ici, mais je n'avais pas fait le lien avec ses actions. Elle a dit que son plan initial était de m'épouser, d'attendre 1 an ou 2, puis de divorcer avec une bonne compensation financière, une sorte d'assurance contre l'abandon. Mais elle a insisté sur le fait qu'elle m'aimait vraiment, à sa façon. J'ai secoué la tête, incrédule. « Et tu la crois ?» Laurent a soupiré.
Je ne sais pas. Peut-être. Les gens sont compliqués, papa. On peut aimer quelqu'un et lui faire du mal en même temps. La maturité dans sa voix m'a surpris. Mon fils avait changé, lui aussi. Tu lui as pardonné? Ai-je demandé doucement. Il a réfléchi un moment. Pardonner est un grand mot. Disons que je comprends mieux maintenant. Et que je ne la déteste plus. C'est déjà beaucoup. J'ai acquiescé lentement. Comprendre sans nécessairement pardonner. N'était-ce pas ce que Laurent et moi essayons de faire l'un envers l'autre depuis des mois? Et à propos d'Alexandre, ai-je demandé, curieux malgré moi. C'est fini. Apparemment, il a paniqué quand il a appris pour le mariage et lui a dit qu'il ne quitterait jamais sa femme. Camille dit qu'elle a compris qu'il l'utilisait, tout comme elle m'utilisait moi. Karma, ai-je murmuré. Laurent a souri légèrement. Peut-être. En tout cas, elle m'a dit qu'elle partait. Elle a accepté un poste dans une galerie à Berlin. Un nouveau départ pour elle aussi. J'ai ressenti un étrange soulagement à cette nouvelle. Camille serait loin, ne pourrait plus faire de mal à mon fils. Mais une part de moi se demandait si je n'éprouvais pas aussi un peu de tristesse à l'idée de ne plus jamais la revoir. « Et comment te sens-tu après cette rencontre ?» ai-je demandé. Laurent a pris le temps de réfléchir avant de répondre. Plus léger, comme si je pouvais enfin tourner la page. Comprendre ses motivations ne justifie pas ce qu'elle a fait, mais ça m'aide à accepter, à ne plus ressasser. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et c'est aussi pour ça que je voulais t'en parler, parce que je pense qu'il est temps que nous fassions la même chose, toi et moi. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Que veux-tu dire? Je veux dire que je te pardonne, papa, pour la façon dont tu as révélé la vérité. Je comprends pourquoi tu l'as fait, même si ça m'a fait souffrir. Les larmes me sont montées aux yeux. Ces mots, j'avais tant espéré les entendre, sans oser y croire. Laurent, Attends, m'a-t-il interrompu doucement. Il y a autre chose, quelque chose que je ne t'ai pas dit. Il a pris une profonde inspiration. Camille m'a confié quelque chose sur la période où elle était chez toi. Quelque chose que tu ignores peut-être. Mon esprit a immédiatement imaginé le pire. Qu'avait-elle pu dire à Laurent? Qu'avait-elle inventé pour me nuire? Quoi donc? Ai-je demandé, tendu. Elle m'a dit que pendant sa convalescence, tu as été la seule personne à la voir vraiment. Pas comme une malade, pas comme une jolie femme, pas comme un fardeau, mais comme un être humain, avec ses qualités et ses défauts. Ces paroles m'ont pris au dépourvu. Elle a dit que, dans les moments où elle était le plus vulnérable, tu lui as montré une gentillesse qu'elle n'avait jamais connue de la part d'un homme. Que tu l'as écoutée sans la juger, même quand elle te parlait de ses peurs les plus profondes. J'ai repensé à ces longues soirées où Camille, épuisée par les traitements, se confiait à moi. À ces moments où, malgré ma méfiance grandissante, je ne pouvais m'empêcher de voir en elle une femme blessée, complexe, contradictoire. Elle m'a dit que parfois, elle avait envie de tout avouer, de renoncer à son plan, qu'elle se sentait honteuse de te mentir, à toi spécifiquement. Mais elle ne l'a pas fait, ai-je souligné, la gorge nouée. Non, elle dit que sa peur était trop forte, la peur de se retrouver sans rien comme sa mère. Laurent a pris ma main, un geste qu'il n'avait pas fait depuis l'enfance. Ce que j'essaie de te dire, papa, c'est que même dans cette situation terrible, tu as réussi à toucher quelqu'un, à faire une différence, même si ça n'a pas suffi à changer le cours des choses. Les larmes que je retenais ont finalement coulé sur mes joues. J'ai serré la main de mon fils, incapable de parler pendant un moment. « Je suis désolé », ai-je finalement articulé. « Pour tout. »« Je sais », a-t-il répondu simplement. « Moi aussi. » Nous sommes restés ainsi, main dans la main, partageant ce moment de réconciliation véritable. Puis Laurent a souri. « Tu sais ce qui est ironique ? Sans tout ce drame, je ne suis pas sûr que toi et moi aurions jamais eu ce genre de conversation. » J'ai essuyé mes larmes, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Il faut parfois une tempête pour clarifier l'air, ai-je murmuré. Exactement. Il a hésité un instant, puis a ajouté. D'ailleurs, Marie m'a appelé cette semaine. J'ai haussé les sourcils, surpris. Marie? Ma voisine? Pourquoi?
Laurent a eu un petit sourire énigmatique pour m'inviter à dîner. Enfin, pour nous inviter tous les deux. Elle a dit qu'elle voulait officialiser les choses. J'ai senti mon visage s'empourprer. Depuis l'incident, Marie et moi nous étions considérablement rapprochés. Ce qui avait commencé par des promenades au Luxembourg s'était transformé en dîners réguliers, en sorties au théâtre, en longues conversations au téléphone. Mais nous n'avions pas encore parlé d'officialiser quoi que ce soit. Je ne savais pas que tu étais au courant, ai-je marmonné. Le sourire de Laurent s'est élargi. Je ne suis pas aveugle, papa. Tu as cette lueur dans les yeux quand tu parles d'elle, la même que tu avais avec maman avant. Je n'ai pu m'empêcher de sourire à mon tour. Mon fils me connaissait mieux que je ne le pensais. C'est récent. Je ne voulais pas t'en parler tout de suite avec tout ce qui s'est passé. Laurent a secoué la tête, amusé. Tu as 73 ans, papa. Tu n'as pas besoin de ma permission pour refaire ta vie. Ce n'est pas une question de permission, ai-je protesté doucement. C'est juste que je voulais être sûr que nous avions réglé nos problèmes avant de t'imposer un changement de plus. Mon fils m'a regardé avec une tendresse qui m'a ému. Tu as toujours pris soin des autres avant de penser à toi. Maman, moi et même Camille. Il est peut-être temps que tu penses un peu à ton bonheur. Tu ne crois pas? Ces paroles ont résonné profondément en moi. Toute ma vie, j'avais mis les besoins des autres avant les miens. C'était ma façon d'aimer, ma façon d'être. Mais peut-être Laurent avait-il raison. Peut-être était-il temps de m'autoriser un peu de bonheur égoïste. Marie est une femme remarquable, ai-je dit, sentant un sourire involontaire se dessiner sur mes lèvres. Je sais. Elle m'a raconté comment elle t'avait secoué après l'incident, comment elle t'avait fait comprendre que ta méthode n'était peut-être pas la plus appropriée. J'ai ri doucement, me rappelant la franchise parfois brutale de Marie. Elle ne mâche pas ses mots. Une qualité précieuse, a observé Laurent. Surtout pour quelqu'un comme toi, qui a tendance à tout intérioriser. Il avait raison, bien sûr. Marie apportait dans ma vie une honnêteté rafraîchissante, un contrepoids parfait à ma tendance à la réserve. Alors, ce dîner ? A insisté Laurent. Tu vas accepter ? Je suppose que oui. Bien. Parce que j'ai déjà dit que nous viendrions tous les deux. J'ai secoué la tête, amusé par son audace. Tu as toujours été trop sûr de toi. Je tiens ça de toi, a-t-il riposté avec un clin d'œil. La soirée s'est poursuivie dans cette atmosphère détendue. Nous avons parlé de tout et de rien, comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. De ses projets professionnels, de mes lectures récentes, de ses souvenirs d'enfance, de mes années d'enseignement. Comme si, libérés du poids de nos non-dits, nous pouvions enfin être pleinement nous-mêmes l'un avec l'autre. Quand Laurent est parti, tard dans la soirée, notre au revoir a été différent, plus chaleureux, plus authentique. Il m'a serré dans ses bras longuement, comme pour sceller notre réconciliation. « Merci, papa », a-t-il murmuré, « pour tout. » Après son départ, je suis resté un moment sur le palier, envahi par une émotion difficile à nommer, du soulagement, de la gratitude, mais aussi une étrange mélancolie. Comme si je prenais conscience que chaque crise, chaque épreuve que nous traversions, nous transformait irrémédiablement. De retour dans l'appartement, j'ai contemplé la table du salon où nous avions passé la soirée. Les tasses de café vides, la bouteille de cognac entamée, les traces de nos conversations. Mon regard s'est posé sur le portrait d'Hélène que je gardais toujours sur la commode. Elle semblait me sourire, comme si elle approuvait le chemin parcouru. « Tu serais fier de lui », ai-je murmuré. Il a plus de sagesse que moi à son âge. Le téléphone a sonné, me tirant de mes réflexions. C'était Marie. « Alors ?» a-t-elle demandé sans préambule. « Comment ça s'est passé avec Laurent ?» J'ai souri, touché par sa sollicitude. « Bien, très bien même. Il m'a dit pour ton invitation à dîner. » Elle a ri, ce rire clair et franc qui me réchauffait le cœur. « Et qu'as-tu répondu ? » ?»« Que nous viendrons avec plaisir tous les deux. »« Parfait. Jeudi soir, 19h, je ferai mon fameux coq au vin. »« Avec plaisir. » Il y a eu un petit silence confortable. Puis elle a ajouté
Je suis heureuse pour toi, Bernard. Pour vous deux. Moi aussi, Marie. Moi aussi. Après avoir raccroché, j'ai ouvert la fenêtre du salon. La nuit parisienne était douce, illuminée par les lumières de la ville. J'ai respiré profondément, savourant cet instant de paix. Camille, mon fils, Marie, Hélène, toutes ces personnes qui avaient façonné ma vie, pour le meilleur et pour le pire. Chacune m'avait appris quelque chose, m'avait transformé d'une façon ou d'une autre. Même Camille, malgré sa trahison, avait laissé une empreinte indélébile. Elle m'avait montré que la vengeance, aussi satisfaisante soit-elle sur le moment, laissait toujours un goût amer. Mais elle m'avait aussi rappelé que derrière chaque comportement blessant se cachait souvent une blessure plus ancienne. La comprendre ne signifiait pas lui pardonner, mais cela m'aidait à trouver une forme de paix. Laurent avait raison. Il était temps de penser à mon propre bonheur, d'accepter que la vie continue avec ses joies et ses peines, ses surprises et ses déceptions. En refermant la fenêtre, j'ai su avec certitude que je ne regrettais pas d'avoir envoyé ce paquet au mariage de mon fils. Pas parce que cela avait satisfait mon désir de vengeance, mais parce que, aussi douloureux que cela ait été, cela avait ouvert la voie à une honnêteté nouvelle entre nous. La vérité fait mal, parfois cruellement, mais elle libère aussi. Elle nous permet d'avancer, de grandir, de nous réconcilier avec les autres et avec nous-mêmes. À 73 ans, je commençais un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre que je n'aurais jamais imaginé écrire, avec mon fils, plus proche que jamais, avec Marie, dont la présence illuminait mes journées, et même avec le souvenir de Camille, cette femme complexe qui avait bouleversé nos vies. Car au fond, n'est-ce pas cela, la vie? Une succession de rencontres, de crises, de réconciliations qui nous façonnent jour après jour, jusqu'à notre dernier souffle. Le chemin n'avait pas été droit. Il avait été semé d'embûches, de détours, de ravins parfois, mais il m'avait mené exactement là où je devais être. Et pour cela, je ne pouvais qu'être reconnaissant. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vos commentaires me vont droit au cœur et m'encouragent à continuer à partager ces tranches de vie qui nous rappellent que, malgré nos erreurs et nos blessures, nous sommes tous capables de grandir et de nous réconcilier. Avez-vous déjà vécu une situation où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vous a finalement libéré? Partagez votre expérience dans les commentaires, je serai heureux de vous lire et d'échanger avec vous. Merci infiniment pour votre soutien et à bientôt pour une nouvelle histoire.